les arts. Merci le Centre Vox de me donner l'occasion de cette rencontre qui m'apparaît importante. Je m'en voudrais, mais ce sera nécessairement en improvisant, de ne rien dire de l'exposition du travail de Betty Bach, Mon Sud et ton Nord. En dire quelques mots en guise d'introduction, en relevant ce qui apparaît évident au premier regard, à savoir qu'il s'agit d'un travail sur la division du travail, d'une œuvre sur la division du travail, mais selon une approche décalée, nouvelle, qui nous éloigne de la dénonciation et de la caricature qu'en avait fait Charlie Chaplin dans les temps modernes, du fait de perdre le rapport à grande échelle et de revenir au fond à la division du travail lorsqu'elle est éprouvée sur le plan de l'intime. C'est la principale contribution que je vois par rapport à cette représentation de la division du travail qui est toujours en fait imagée sur le plan de son immensité insaisissable. Et j'avais plutôt l'impression d'y voir une mise à jour radicale et originale du travail de Jacques Tati, le réalisateur, qui nous montre, au fond, j'ai envie de dire, l'absurdité intégrée. L'absurdité hissée au rang d'une illusion de la communicabilité. Et, au fond, une absurdité qui roule, quoi, qui tourne, qui fonctionne, même si elle est remplie, comme toute absurdité, d'aspérité, de résistance et même d'insultes. Ce qui nous donne à penser à l'œuvre de Jacques Tati et évidemment comparer le travail d'une artiste à cette œuvre-là, c'est un des plus grands hommages qu'on peut lui faire, s'il s'agit d'une œuvre de référence cinématographique parmi les plus importantes du répertoire. C'est le rapport, comme je le disais, à l'échelle, au temps, prend le temps, alors que la mondialisation et le taylorisme, qui se veut l'organisation scientifique du travail haché menu, se veut rapide et vaste, on a quelqu'un qui ralentit le regard, qui ralentit l'appréciation du phénomène pour nous le faire voir, encore une fois, dans sa souffrance intime, donc grâce à un rapport à l'échelle, au temps, et je dirais au son, puisqu'on est là dans un rapport à l'image qui se place souvent au service du son, ce qui est tout à fait tatiesque. La présence des animaux dans son travail crée de l'identification lorsqu'on est critique plutôt que de la distanciation. On se met à penser comme eux, ou à deviner la façon dont intuitivement ils peuvent trouver absurde précisément ce qu'il y a à voir, et on tend à partager avec eux une intelligence intuitive qui consiste à refuser cela. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à un autre grosse grande figure intellectuelle, Fernand Braudel, qui raconte dans son étude sur l'économie matérielle comment les premiers singes, les premiers grands singes dans ces îles de l'océan Indien qui ont vu arriver les premiers colons à l'époque des conquêtes impériales, selon Fernand Braudel, se sont concertés entre eux pour finalement, après délibération, décider qu'ils n'apprendraient pas le langage pour éviter qu'on les force à travailler. Et on se sent en fait comme ces singes, comme ces oiseaux, qui, dans les séquences qui sont à voir, finalement, préconisent plutôt la distance, la distance de décalage. Je reviens sur ces cadres régionaux,
ces cadres sensés, ces échelles du sens qui sont celles à partir desquelles on est amené à apprécier les images. Comme vous savez, sans doute, je milite de plus en plus pour qu'on observe. Je milite pour rien du tout en termes programmatiques, mais simplement pour qu'on observe que tendanciellement, au XXIe siècle, la géopolitique est appelée à se contracter violemment, brutalement, en passant de la mondialisation à la régionalisation. Mais un mouvement aussi brutal qu'on l'a appris il y a quelques saisons, ici au Québec, à Clova, qui a été concédé aux Flandres par un certain Premier ministre, ou en Espagne, à Valence, où on s'est découvert en situation de déréliction politique en étant confronté à des inondations. Deux cas assez récents qui ne font que s'additionner à une longue liste. Ces échelles, appelons-les régionales, bon, mais il y aurait d'autres termes si on le veut, ne sont pas nécessairement sensées dans le travail de Berthier-Bach. Ces espaces sont insensés parce qu'ils sont subordonnés à la mondialisation. Ils représentent, on le devine, ou cela nous est presque dit, des opérations, certes pensées à l'échelle de ce qu'un ancien premier ministre du Québec a osé appeler des régions ressources, alors qu'il se disait lui-même indépendantiste, parce que c'était son projet politique. Des régions ressources qui, au fond, existent en tant qu'elles sont subordonnées comme réservoirs de richesses naturelles au bénéfice des grands centres. Bien sûr que l'échelle régionale devient insensée lorsqu'elle est tout simplement annexée, subordonnée, colonisée par un grand centre qui, au fond, a pour approche de séparer des éléments qui appartiennent au territoire en isolant des minerais, en isolant des hydrocarbures, en isolant ce qui peut être isolé, déplacé, transporté, commercialisé ailleurs dans une autre logique, et en laissant le territoire ainsi dépecé à lui-même, c'est-à-dire à sa pollution, à sa destruction, à son renversement. Tout est au fond affaire de rapport. Lorsqu'on travaille, est-ce qu'on est soumis à l'absurdité de gestes mécaniques et répétitifs qui ne répondent plus de rien, si ce n'est que d'impératifs et d'intérêts fort lointains et abstraits et comptables? Ou s'il ne s'agit pas d'un acte qui répond d'un terme qui me semble de plus en plus important, qui est celui de dessin. Est-ce qu'il y a un dessin? C'est là qu'il y a du sens, c'est là qu'on sort de l'absurdité. Évidemment, même si on est dans le domaine des arts, je reste près de ma discipline qui est la philosophie et j'entends dessin D-E-S-S-E-I-N. Bon, il y a un dessin, une raison de faire les choses. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que politiquement, nous sommes devenus des sans-dessins. Littéralement. Nous sommes orphelins d'un dessin. Et il est difficile de ne pas se rappeler la scène aujourd'hui célèbre qu'évoque Charles Péguy dans un de ses textes à propos de deux tailleurs de pierre travaillant sur un chantier, l'un disant je gosse ma pierre, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on le disait en France, mais on s'en revenait à ça. Je travaille ma pierre parce que j'ai des enfants, je dois les nourrir, que j'ai besoin d'une paye. Et je suis un petit peu comme ces crevettes qui vont chercher l'euro dans le jeu vidéo d'une des séquences. Le même sujet va en voir un autre qui, lui, a de la lumière dans les yeux et fait exactement le même travail. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il fait, il répond « Je construis une cathédrale ». Et c'est la différence, alors que le geste est le même. Et au fond, je ne pense pas que dans ce qu'on voit, ce soit seulement, ça peut l'être, que ce soit seulement les gestes qui soient en cause, c'est l'absence de finalité. C'est le fait d'être subordonné à des grands empires, des
grandes puissances, à des grands sièges sociaux, à des grands intérêts qui ne nous parlent pas, qui créent l'absurdité beaucoup plus que le geste lui-même. C'est-à-dire que le geste peut devenir sensé si on sait pourquoi on le met en œuvre. Ça renvoie à tout un enjeu qui est évidemment assez important sur le plan psychosocial de celui de la médiocratie. C'est-à-dire, est-ce que le régime dans lequel on est nous rend médiocres en nous réduisant à une fonction, ou bien est-ce qu'on fait un métier? Est-ce qu'on est réduit à une fonction dans le terrorisme mondialisé, ou est-ce qu'on a un métier qui a, par définition, déjà une complétude, qui renvoie à un art et qui répond d'une pertinence dans une communauté donnée, dans un public donné, dans un peuple donné. Et c'est ce qui se joue à cette échelle régionale dans le travail de Bertille-Bach, à savoir, sombre-t-on dans l'absurdité ou nous donnons-nous un dessin? Bon, et cette question-là, en fait, elle répond d'une définition politique du territoire. Le territoire qu'on occupe, est-ce que nous y vivons de manière sensée? Est-ce qu'il répond d'une sorte d'autonomie? Est-ce que nous y trouvons de manière intelligente, ou est-ce que nous ne l'exploitons pas bêtement sans plus même savoir à quelle fin, si ce n'est que le petit salaire qui s'ensuit? C'est en fait la question qui me semble, au fond, autour de ce travail et pour laquelle j'éprouve beaucoup de sympathie à une ère qui est la nôtre et qui me semble inouïe. Et qui nous semble, au fond, nous plonger collectivement dans un réel désarroi. Bon. Et ce qui m'intéresse de tenter que nous disions aujourd'hui, et je suis encore plus intéressé que vous le disiez que moi-même, c'est à quel point, dans une époque inouïe, nous avons besoin des arts. Mais fondamentalement, et je ne suis pas là pour passer la pommade à quiconque, nous avons besoin de la littérature et des arts à l'ère de l'inouï. Je vais essayer d'expliquer en quoi. L'inouï. L'inouï suppose que nous soyons dans une situation historique qui n'a pas été oui, qui n'a pas été entendu, qui est donc inédite, qui est donc aussi sans doute indicible. Qu'est-ce que c'est qu'une situation inouïe? C'est la situation qu'on nous décrit continuellement. On se fait bien dire que depuis des millions d'années, jamais n'a-t-on assisté à une telle disparition des espèces. L'IPBES, qui est le Forum des scientifiques intergouvernemental travaillant à la biodiversité, nous dit qu'à terme, 1 million d'espèces sont menacées de disparition, 80%. Quand j'ai entendu la nouvelle il y a quelques années, moi j'étais sûr qu'on allait tout arrêter. Le 11 septembre 2001, c'est une anecdote de côté. Et puis non, on a continué. L'émission a continué. Je pensais qu'on ferait un bulletin spécial. Je reste très et donc, il y avait des millions, des millions. Comment vous vous situez quand on vous dit que ce qui se produit sous vos yeux ne s'est jamais reconnu depuis des millions d'années? Le climat, la dernière fois qu'on a assisté à des bouleversements des gens, ça fait 10 000 ans. Et jamais n'a-t-on vu ces bouleversements se produire dans une telle accélération. Et là, on a des échelles qui sont inouïes. Bon, inouï, qu'est-ce que ça veut dire? Je me réfère à l'historien Paul Même. Cela signifie que nous n'avons pas d'antécédents pour le penser. Et je
reste convaincu pour ma part qu'on doit s'éloigner de l'expression fautive, l'adage voulant que comparaison n'est pas raison, soit pas raison. Au contraire, la raison ne fonctionne que par comparaison. Lorsqu'on pense, on pense toujours parce que quelque chose nous fait penser à. Et lorsqu'on raisonne, c'est toujours en fonction d'une analogie. Et les analogies sont très importantes. Si vous lisez la philosophie grecque, ça ne fonctionne que par analogie. On commence par elle. Et au fond, il est plus facile de penser l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou l'agression de type génocidaire qui se produit au Moyen-Orient, dans le conflit que vous connaissez. Il est plus facile de le penser, puisque hélas, il y a des antécédents multiples. La même chose pour un virus qui circule, il est plus facile de le penser parce qu'il y a des antécédents dans l'histoire. Lorsqu'on vous dit telle chose ne s'est jamais produite. Et là, on est un peu comme Charlie Chaplin qui essaie de prendre appui sur quelque chose qui cède toujours. Là. On manque de points d'appui pour penser la chose qui est inouïe, qui est singulière d'une manière absolue. Singulier, très difficile à penser. Et c'est là où l'art est radicalement nécessaire. Pour suppléer par la fiction et par le redécoupage du monde au manque de référents qui caractérise la pensée de l'époque quand vient le temps de réfléchir à ce qui est pratiquement unique. En quoi consiste cette singularité-là? Au moins en 4 choses. Plus une autre qui n'est pas inouïe, mais qui l'est presque pour nous occidentaux, parce qu'on a perdu beaucoup la mémoire quant à ce que je l'ai évoqué, mais au moins par rapport au bouleversement climatique. Le bouleversement climatique, on peut très bien les représenter comme étant de l'ordre de catastrophes graves et multiples qui ne manquent pas déjà de survenir, étant donné que la température moyenne mondiale se réchauffe continuellement depuis la fin du 19e siècle, depuis l'ère industrielle. On connaît la chanson, hélas, incendie de forêt, inondation, érosion des côtes, fonte des glaciers, ouragan, ainsi de suite, un incendie de forêt. Bon. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le phénomène est autonome et exponentiel. Autonome. Ici, on comprend ça, on est face à l'inouï. On se mesure à l'inouï. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour se dire que le phénomène est autonome au sens où nous avons été capables, et là je ne dirais pas nous, sujets humains, mais surtout eux, sujets détenteurs de capitaux, de nous entraîner dans une déstabilisation du système Terre, de façon à le détraquer, mais comme des vandales, irresponsables. Ce qui ne veut évidemment pas dire que parce qu'on est capable de détraquer un ordre, qu'on est capable de le remettre sur pied. Et un des abus de langage auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est parce qu'on entend des gens qui sont gestionnaires de l'environnement, qui font de la gestion de l'environnement, comme si on pouvait, par ce qui a provoqué le désastre, feindre une capacité à administrer ce qu'on a tout simplement détruit. Et aujourd'hui, au fond, le système atmosphérique se réchauffe par lui-même, d'une manière autonome. Vous avez surface d'albédo, on sait ce que c'est se promener par exemple un jour de juillet ensoleillé avec un chandail noir. Là, on capte les rayons solaires, c'est ce qui se passe par rapport à l'étendue océanique, parce qu'il y a de moins en moins d'espaces réfléchissants. Donc les espaces foncés qui captent la chaleur des rayons solaires augmentent en étendue, et ce faisant, de manière servicieux, de manière exponentielle, font fondre plus rapidement encore les espaces d'albédo qui réfléchissent, de façon à créer toujours plus de problèmes jusqu'à ce que le pergélisol cède
Deuxièmement, je vais aller vite là-dessus. Là, j'avais toutes sortes de fiches, mais je les mets de côté, j'aurais encore des heures. Mais deuxièmement, c'est la question, c'est la biodiversité, la biodiversité qui est aussi, bon, qui a des incidences dramatiques pour l'agriculture, évidemment, mais qui en a aussi directement pour la santé publique, puisqu'il y a un très grand nombre de zoonoses, de maladies qui sont transmises par les autres espèces animales. Sont de plus en plus nombreuses parce que la perte de biodiversité nous fait perdre cette espèce de zone tampon qu'il y a entre nous et les autres espèces animales. Et c'est ce qui fait dire aujourd'hui, dans les organisations onusiennes, par des vétérinaires et des médecins experts en santé publique, que nous devrions comprendre qu'il n'y a qu'une seule santé. La santé est une. Hein, et aujourd'hui, le Zika, le H1N1, l'Ebola et autant de maladies proviennent de ce rapport de plus en plus étroit entre le sujet humain et les éléments pathogènes qui parasitent bien des espèces animales. Le troisième point concerne, là on s'éloigne de la question écologique, mais quelque chose qui caractérise quand même notre situation, c'est la perte de minerais, la raréfication des richesses et des gisements miniers qui rendent absolument impossible le projet dit de transition énergétique qui consisterait à passer du domaine des énergies fossiles à celui des énergies renouvelables, comme s'il s'agissait d'une solution. Évidemment, l'air est une énergie renouvelable, les rayons solaires aussi. Le problème, c'est que pour utiliser cette énergie-là, il faut la transformer à l'aide d'infrastructures requérant des minerais dont l'exploitation est extrêmement polluante. Donc, la bêtise, disons, l'astuce idéologique des opérateurs qui ont des intérêts financiers en jeu, ce qui transforme, ce qui détruisent en nouveaux marchés, c'est de comparer, c'est un sophisme, c'est une fausse, comment c'est un syllogisme qui est tout à fait sophistique, là, qui nous est servi, c'est-à-dire réduisons la question écologique à l'émission de CO2. Tout ce qui compte, c'est la question de l'émission de CO2. Réduisons l'écologie, la question de l'air, de l'eau, de la santé publique. Réduisons tout ça à la question de l'émission de CO2. Et comparons les infrastructures, une fois qu'elles sont construites, en tant qu'elles émettent ou non des quantités importantes de CO2. On commence par ça. Ça, c'est le syllogisme. La première question. C'est telle infrastructure émet peu de CO2. Elle est verte. Tel minerai est requis pour la construire. Lithium, et puis toutes les terres rares là, qui se traduisent par des termes à plusieurs syllabes, je ne me rappelle pas. Tel minerai est vert. Donc, exploiter le minerai est vert, on va renacher les rivières, on va construire des barrages, on va exploiter le lithium partout où on va le trouver, on va créer des mines à ciel ouvert parce qu'on construit une technique verte parce qu'elle émet moins de CO2 que l'autre. Bon, c'est ça qu'on nous dit tous les jours. C'est aberrant comme ça. Bon, et c'est peut-être pas tout à fait inouï, mais là, il y a quelque chose toutefois qui s'annonce comme étant de l'ordre d'une rupture. On n'est plus tout à fait dans l'inouï, moi, ça fait partie du cocktail dans lequel on se trouve. Le quatrième point, c'est celui du pétrole dont la date de péremption est annoncée. C'est compliqué à annoncer la fin du pétrole, parce que la question du pétrole est complexe. La faisabilité de l'exploitation du pétrole est complexe, parce que c'est pas simplement une affaire de disponibilité géologique. La question, c'est de savoir où se trouve le pétrole, dans quelle mesure peut-on l'exploiter techniquement, à quel coût, en fonction des cours, des prix sur le marché.
pétrole pour en exploiter 5, ou il en faut 7 pour en exploiter 5, on commence à considérer d'un point de vue comptable, ça ne le fait pas. Mais je me suis amusé dans mon bouquin à repérer une déclaration non datée de Électricité de France, vaguement comparable à Hydro-Québec en France. Électricité de France a émis une déclaration qu'on peut lire sur son site qui prévoit que dans, je ne sais plus si c'est dans 45 ans ou 54 ans, là, qu'on sera arrivé à la fin du pétrole. Bon. Mais le problème, c'est que moi je suis ce communiqué non daté depuis 6 ans, il n'a toujours pas changé. C'est une sorte d'horizon d'attente, c'est toujours le même nombre d'années. On n'ajuste pas le communiqué, donc on est dans une sorte d'illusion que ça s'en vient. C'est vraiment représentatif. Et à la fin, je dirais qu'on est donc face à une conjoncture où l'ordre dans lequel nous sommes et auquel nous nous sommes habitués, et qui nous a rendu, selon l'écologiste André Gortz, tributaires de techniques incapacitantes, c'est-à-dire nous rendant incompétents, nous rendant incapables de faire quoi que ce soit qui ne passe pas par le commerce, par les intermédiaires, par des experts, par une technologie très lourde. Donc, cette conjoncture-là qui s'annonce est sujette à nous plonger dans une situation inédite ou inouïe. Inédite, je réserve ce terme-là pour quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ou inouï, là, quelque chose qu'on n'a pas vu, ou en tout cas nouvelle. Bon. Et cela entraîne ce qu'on appelle à tort l'éco-angoisse, que je préfère qualifier d'éco-anxiété. Pourquoi on parle d'éco-anxiété? Je ne sais pas si j'ai eu les termes convenablement, je vais les confondre. On parle d'éco-anxiété alors que je parle plutôt d'éco-angoisse. On parle d'éco-anxiété beaucoup parce que, là je vais faire une digression, mais dans le domaine des... vous savez peut-être de l'affaire Socrate Bricmont? C'est une affaire, un canular qui a été fait il y a une vingtaine d'années par des gens en sciences exactes. Il y en avait assez que les philosophes, les gens en sciences sociales empruntent aux sciences exactes toutes sortes de théorèmes, de théories, de termes, comme si c'était des réservoirs à métaphores pour fabriquer ensuite toutes sortes de discours un peu fantasques qui ne les satisfaisaient pas du tout. Et donc on avait eu Aline Socrate qui avait fait un canular auprès d'une revue en Cultural Studies, révisé par les pairs, tout ce qui est plus scientifiquement normé, pour montrer qu'on pouvait à peu près écrire ce qu'on voulait parce qu'il avait fourni un texte plein d'élucubration, en disant voilà, vous acceptez vraiment n'importe quoi, je me suis moqué de vous, et il y avait eu toute une affaire autour de ça, j'avoue, c'était la chose. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on vit l'affaire Socrate Bricmont à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a énormément de penseurs dans le domaine des sciences exactes qui font de la biologie, de la paléontologie, de l'océanographie, qui travaillent, qui sont spécialistes de l'analytique, qui travaillent dans des domaines très précis, dans le domaine de la médecine aussi, et qui à un moment donné sentent que la production de données qui à l'heure donnée ne satisfait pas, et qu'il faut donner plus de sens. Alors on se met à produire des discours en éthique, en pensée politique, en histoire, en philosophie, en psychanalyse. Et là, il y a un concept qui est apparu, qui est celui d'éco-anxiété, qui ne renvoie pas vraiment à la problématique, et qui nous détourne au fond de l'enjeu. Parce que l'anxiété, en quoi consiste-t-elle? L'anxiété consiste à penser, à vivre un trouble en fonction d'un objet qu'on surinvestit, ou qu'un objet qui prend beaucoup de place. Bon, l'agoraphobie, par exemple, c'est quelque chose de très précis. Bon, c'est une anxiété. L'angoisse, elle renvoie à un trouble qui n'a pas d'objet. Lorsqu'on est en perte d'objet, on éprouve l'angoisse. C'est une sorte d'émotion, d'affect qui nous envahit, qui nous déstabilise et qu'on ne peut rapporter à quoi que ce soit. Bon. Et là, il y a de l'angoisse. Et nous sommes plutôt là-dedans. Je me répète peut-être, mais il peut y avoir l'éco-anxiété. Il peut y avoir l'éco-anxiété. Effectivement, on peut être anxieux lorsqu'on est dans une situation très précise. Quelqu'un qui est engagé dans l'agriculture peut effectivement craindre des sécheresses par rapport à sa récolte. Des gens qui vivent en région côtière peuvent craindre l'érosion des côtes.
côte, on peut craindre quelque chose de spécifique, mais quand on parle de la question écologique de manière un peu plus générale, un peu plus philosophique, un peu plus aussi événementielle et historique, très vite, l'addition de problèmes nous fait passer au stade de l'angoisse. Et on se retrouve, par exemple, face à des discours de scientifiques qui nous disent que sur 9 seuils fondamentaux, on en a déjà franchi 7. À savoir qu'il y a trop d'urbanisation par rapport à ce que la planète est capable d'encaisser. Il y a trop de plastique qui a été produit. C'est surabondant, on n'est plus capable de composer. On a franchi le seuil le seuil qui permet de composer avec le problème. La perte de biodiversité, évidemment, la perte d'azote dans les terres, l'enjeu de la déforestation, quand on nous prive d'une Autriche en forêt par année, c'est trop. La pollution atmosphérique, la perte d'eau douce, et ainsi de suite. Donc là, on est face à ces seuils au-delà desquels les scientifiques ne répondent de rien. Et forcément, on en pense. Et rendu là, on peut se dire que l'angoisse est une chose nécessaire. C'est un signe de santé mentale. C'est une bonne idée d'être angoissé. Bon, ce qui est inquiétant, c'est lorsqu'on ne l'est pas. Bon, et là, je suis assez mal à l'aise face à des injonctions qui sont faites, notamment aux plus jeunes, mais pas seulement, qui consistent à inciter à ne pas être angoissé, à refouler l'angoisse, à traiter son angoisse, voilà, recycle tes déchets, prends ta carte de membre du parti, signe la pétition, fais quelque chose dans ton village. Alors qu'au contraire, il faut réfléchir à la façon de traverser ce moment-là. Le problème, c'est de ne pas y plonger, et le problème, ce serait de s'y stationner, de ne pas en sortir. Et sortir de l'éco-angoisse, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un mouvement plus que ça, c'est en fait être capable de mobiliser cette énergie-là au profit d'un objet, d'un dessin, qui soit à la fois lucide et joyeux. C'est un dessin qui est suffisamment lucide pour, en quelque sorte, mériter un investissement psychique. On s'engage, qui soit, parce que s'il ne l'est pas, on retourne à la case angoisse, je vais en parler quelque peu, et qui soit suffisamment joyeux pour encourager l'action. Qu'on soit capable quand même d'y mettre du désir, de l'art, des formes. La lucidité, la joie, c'est l'accablement, c'est la tristesse et la dépression. La joie sans la lucidité, c'est la bêtise. C'est les imbéciles heureux. C'est la publicité. Et donc, mais le problème consiste en deux choses. C'est d'une part à trouver le courage, l'énergie, la vaillance, la force de passer cette épreuve de l'angoisse. C'est-à-dire de pas être en deçà du régime de l'angoisse, c'est-à-dire essayer de s'en distraire, ne pas être en deçà. Puis, donc, trouver la force, mais aussi trouver le dessin, qui, sans jeu de mots facile, Gélinou l'avait déjà fait, de toute façon, le dessin qui peut être aussi des ESSIN, qui peut être la forme, la forme, l'objet. L'objet de pensée, pas l'objet au sens de la table, mais l'objet de la pensée, c'est donner un objet qui soit drainant, qui soit vivifiant, qui soit roboratif, qui dit, ah oui, voilà, je tiens quelque chose. Bon. Et quel est l'obstacle? Il y a un très grand nombre d'obstacles qui font qu'on reste en deçà de ce moment où on passe à travers l'angoisse. C'est que lorsqu'on est angoissé, on peut se référer à la psychanalyse, parce que c'est pas moi qui ai choisi ce terme, on va parler d'anxiété, mais il faut quand même y répondre à ça. Lorsqu'on est angoissé, qu'est-ce qui se produit très souvent? L'angoisse, c'est un mécanisme de défense, paradoxalement. Lorsqu'on est angoissé, c'est qu'on oppose une angoisse à une angoisse.
l'angoisse nous garde de l'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est de trouver un objet de substitution. J'éprouve un émoi profond qui me déstabilise, qui me neutralise, qui me violente, et plutôt que de simplement être en proie à ce désarroi qui est le mien, je vais investir cette énergie-là dans n'importe quoi. Chez Freud, c'est un loup. Bon, il y a un objet de désir qui est, pour toutes sortes de raisons, castrateur, on va pas prendre le vocabulaire classique, et pour me détourner de cette forme que j'arrive même pas à représenter tellement elle est violente, je trouve un objet de substitution. Bon. Et je crois que cette espèce de voisinage de l'angoisse, cette espèce d'épreuve de l'angoisse qui est trop grande pour le commun, explique beaucoup l'essor des mouvements d'extrême droite aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il justifie, explique historiquement, parce qu'il y a historiquement des authentiques fascistes qui ont l'ego qui est la leur, qui s'expliquent elles aussi pour des raisons psychanalytiques, mais je n'ai pas les compétences à développer. Si quelqu'un en a, venez me voir s'il vous plaît. Mais qui néanmoins constitue un objet disponible, longtemps marginal, longtemps infréquentable, longtemps honteux, mais qui devient en quelque sorte un objet sur lequel on peut se rabattre parce qu'il a une force formidable, cet objet-là. Il permet la paresse. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un discours d'extrême droite? C'est un discours qui consiste à dire tout va bien. Ou plutôt, tout irait bien, si seulement quelques éléments parasitaires n'étaient pas là pour nous menacer. Nous n'avons qu'à procéder par ablation. Là, je vais vous parler de quelqu'un qui va devenir président des États-Unis bientôt. Nous allons, je le cite à peu près là, nous allons nous débarrasser des marxistes, des communistes, des fascistes, de l'élite corrompue de Washington, et de je ne sais trop, plus trop quel élément étranger. Bon, c'est ça, on procède par ablation, on refoule à la frontière, puis on refoule psychiquement, et tout ira bien. On pourra enfin, entre nous qui nous ressemblons dans une sorte d'essence hallucinogène, en plonger dans le formol de la pulsion de mort et ne plus que faire un avec nous-mêmes. Il n'y aura plus de temps. Bon, voilà. Nous serons great again. Bon. C'est ça le fantasme. Bon. Il peut y avoir, là je vais être moins critique là-dessus parce que c'est énormément de nuances, je n'ai pas le temps d'y aborder, puis c'est un sujet délicat et je suis conscient de toutes les cas, mais je pense que si on est critique du point de vue de la gauche, on peut aussi penser à une sorte d'excès dans certaines formes identitaires qui peuvent parfois consister aussi en des objets de substitution. Tout d'un coup, on investit des causes de manière tellement absolutisante et essentialiste que je ne peux pas m'empêcher de voir quelque chose d'un peu suspect d'un point de vue psychique. Et ce n'est pas la nature même des débats et des discours qui me pose problème que le caractère excessif de certaines identifications. Et ça, ce serait comme des formes. Freud appellerait ça de l'hystérie. On peut contester, réfléchir sur ce terme-là, mais ce serait, et puis c'est repris par toutes sortes de psychanalystes aujourd'hui, différents courants. Il y a aussi un phénomène de conversion qui est quelque chose de synecdotique, qui consiste à réduire le problème à un de ses détails et à penser que par le détail, on règle la question du tout. Heureusement que Starbucks s'est débarrassé de ses pailles en plastique. Ça, c'est le mode petit. Ensuite, il y a le mode plus grave et plus préoccupant, qui est celui de la grande idéologie, qui va par exemple nous parler en termes d'oxymore. L'oxymore, aussi, c'est quelque chose de publicitaire. Pas pour rien qu'on a beaucoup aimé Magritte dans le domaine de la publicité. Le développement durable, le capitalisme vert, et tout ce que recèle comme discours la géo-ingénierie, la transition énergétique qui est une supercherie parce que c'est une addition énergétique, on additionne le portefeuille énergétique, il n'y a aucune transition. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans quelque chose de synecdotique
se fait croire que les coupables, on se fait croire que les pyromanes vont devenir des pompiers. Bon. Et la question qui me gêne, j'ai eu la chance de la travailler avec une artiste dans le domaine de l'art visuel, Geneviève Chevalier. C'est la question du développement durable. Moi, je pense que c'est la pire expression, parce que là, je vais faire une histoire courte, mais j'en parle souvent parce que je sais que dans le domaine des arts, ces termes-là arrivent. Et puis, il est le syntagme le plus détestable qu'on peut rencontrer sur le plan de la supercherie politique, parce qu'il vise précisément à couper court à une réflexion qui, elle, était pertinente. Fécondo, au Club de Rome en 1972, le rapport Meadows, les limites à la croissance. C'est un des premiers rapports qui a fait date. C'est grâce à lui qu'il y a eu ensuite un film comme Sovereign Green, puis tout un courant, une prise de conscience, un essor quand même politique important à partir des années 70 autour de l'écologie. Le discours du Club de Rome, outre la modélisation qui se faisait, qui consistait dans le scénario par rapport à l'évolution de l'Occident, c'était de dire autre chose. C'était de préconiser une société viable, a sustainable society, en faisant de l'industrie, du développement, qui était déjà lourdement critiqué à l'époque, parce que le développement, on avait commencé à parler après la Deuxième Guerre mondiale, était devenu synonyme, évidemment, si on est un peu lucide, de corruption, de déstabilisation, de violence, de pollution, d'exploitation, d'expropriation. C'était ça le développement, c'était un terme orwellien. Et à l'époque, le développement, c'était l'objet de la critique. Critiquer le développement, construire une société viable, une société à refaire, comme disait Bookchin. Et là, on a à l'ONU, sous couvert d'être dirigé par une femme social-démocrate scandinave, la commission Brundtland, qui se portait explicitement sur le développement et l'environnement. C'est comme la finalité était déjà établie, qui a fait un rapport soufflé par un Canadien très influent, Morrison, dans ces années-là, qui a mis en quelque sorte en valeur cette notion de sustainable development. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Parce que c'est plus la society qui est sustainable, c'est le development qui est sustainable. Et le tour de passe-passe, c'est très habile. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que le développement cesse d'être l'objet et devient le sujet. C'est le développement qui est viable. Et ce développement-là devient au fond le moteur de l'écologie politique. Avec en sourdine un discours très cynique qui consiste à dire, pour toutes les entreprises qui se sont vautrées dans cette discursivité-là totale, en premier lieu puis d'autres, oui, un monde honorable, c'est vrai, on a pollué beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on s'est enrichi? On passe dans la sorte. Et aujourd'hui, les capitaux, c'est nous qui les avons. Puis comme désormais, la viabilité, l'écologie, l'environnement, va passer par nous, puisque c'est par nous qu'il y aura des chantiers, une approche, des politiques, parce que c'est à travers le développement durable qu'on va le penser désormais, vous aurez besoin de nos capitaux. Les écologistes, c'est nous. Donc on va transformer le marasme qu'on a créé en un nouveau marché. Des tours éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des voitures électriques, des batteries de pointe, on va vous faire croire que c'est écologique, alors on va polluer encore plus pour les fabriquer. Et on va se lancer comme ça dans le sustainable development. Nous, francophones, c'est encore pire parce que cette expression-là est doublée de deux fautes de traduction. Déjà, development en anglais et développement en français sont des faux amis. On ne peut pas traduire développement dans le sens commercial et industriel par développement. C'est une erreur, là, je cite le Robert, l'autorité de Robert Eccles. Une seule fois, oui, une forêt peut se développer. Le verbe développer est pronominal. On se développe, une enfance développe. On peut parler du développement de l'enfance. C'est tout ça la métaphore d'origine. Mais tout développe, au sens de couper à blanc une forêt, ça ne marche pas. Il y a juste un verbe en français pour rendre cette expression-là, c'est exploiter. Bon, on va parler moins d'exploitation. Le sustainable, quand on prend durable, c'est une notion temporelle. Bon, alors que le sustainable, c'est quelque chose de modal. Le sustainable suppose qu'on résiste à quelque chose sous l'emprise de laquelle on se trouve. Le sustainable consiste à tenir bon.
Donc si on pourrait parler de changement climatique, il faudrait dire l'exploitation endurable. Historiquement, c'est ça, parce qu'historiquement, l'expression qui précède, c'était celle de rendement maximal. Est-ce qu'on dit du rendement maximal au 19e siècle quand on parlait de la forêt? Mais tout ça pour vous dire que c'est des objets de substitution. Et tant qu'on est pris avec ce réflexe qui consiste à se rabattre sur toutes sortes d'objets, de références plus ou moins légitimes, plus ou moins ancrés, plus ou moins tangibles, eh bien, on ne franchira pas le pas. Et nous serons incapables de le mesurer à l'inouï. Et l'inouï, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est une situation qui ne peut pas être dite autrement que par des objets créatifs. Parce que ce qu'il s'agit de penser n'a pas de forme, ne renvoie à rien, ne nous rappelle rien, ne nous fait penser à rien. Peut-être qu'il y a une référence qui a prévalu pour essayer de passer la ronde, c'est l'Apocalypse dans la Bible. Bon, et ça a donné lieu à ce qu'on sait un cinéma d'Hollywood totalement accablant, avec des fables tout à fait extrêmes. Et je ne dis pas qu'elle soit invraisemblable, mais si on pense par ce prisme-là, on est foutu. Il n'y a plus rien à faire parce qu'on a qu'à abandonner. Et au fond, je dirais que le problème, précisément avec l'écologie politique ou du discours sur l'économie de la nature, c'est d'être en mal d'objet. C'est ça notre mal, d'être en mal de dessin. J'aime beaucoup quand Pier Paolo Pasolini écrit sur les lucioles, la perte des lucioles, un fameux texte. Et il nous dit, voilà, alors, pour des raisons industrielles, l'utilisation de pesticides, de produits chimiques, l'Italie a perdu ses lucioles. Et il fait rien. Il dit, en fait, dans ce fameux texte de 1975, après les travaux du Club de Rome, il nous dit, si l'Italie a perdu ses lucioles en même temps que le pouvoir a perdu sa langue. Et il y a un vide du pouvoir. Et quand il parle d'un vide du pouvoir, il ne veut pas dire un vide constitutionnel, comme quand en Belgique on a passé plusieurs centaines de jours sans gouvernement. On se rend compte qu'on peut très bien s'en passer. C'est pas un vide dans ce sens-là, une vacance du pouvoir. L'idée, c'est plutôt un vide discursif, un vide intellectuel. Et lui, à l'époque, il était confronté à une droite très dure en Italie. Mais cette droite-là, il ne sait même plus parler sa langue de droite. Elle est perdue dans une sorte de bouillabaisse managériale, de type développement durable, justement, de type gouvernance, de type New Public Management, de espèce de bouillie comme ça, où les mots ne signifient plus rien. On se présente comme étant propriétaire de processus, puis des phrases comme ça, on ne sait plus ce qu'on dit. Il dit, voilà, les lucioles ont disparu en même temps que la langue politique. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ajouterais pour ma part que, du point de vue de l'écologie politique, nous sommes des Cassandres vertes. Nous sommes des Cassandres vertes au sens où Cassandre a été punie par Zeus parce qu'elle a refusé ses avances en se voyant privée de langue. Elle ne pouvait plus parler. Zeus a dit, on ne te comprendra plus. Et au fond, dès que l'écologie politique refuse le baiser du capital, il se retrouve privé de parole, parce que le capital a été capable de créer l'unique caisse de résonance qui donne l'impression, dans un univers à la Jacques Tati, de parler. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de croissance, de rendement, de profit, de marché, de gestion, d'organisation, là, on donne l'impression de parler, là, ça résonne. Mais si on parle autrement, on parle dans une sorte de langue qui effraie tout le monde, parce qu'on parle de l'inconscient à l'inconscient. Et on n'a plus à dire, on ne se trouve plus capable de sème qui génère ce dont nous avons pourtant le plus besoin, des objets, des dessins, des objets pour la pensée. J'aime beaucoup quand Bruno Latour aussi nous raconte que la nature, j'aurais pas le temps d'en parler, mais doit être racontée. Donc la nature doit être narrée et qu'elle ne doit pas seulement être comptabilisée. Mais bon, je suis rendu compte. Est-ce que j'ai encore du temps? Je suis un peu bavard. Je vais essayer de. C'était juste l'introduction que je vais apporter.
Ce qui m'intéressait de vous dire aujourd'hui, c'est à quel point, et je vais tenir 5 minutes encore, mais il me fait plaisir de discuter, je vois que le temps file, à quel point l'art, et peut-être la philosophie aussi, mais avec l'aide principalement de l'art et de la littérature, est absolument indispensable pour nous accompagner dans cette traversée-là. Et pour ce faire, il faut absolument que l'art redevienne ambitieux, que l'art retrouve son sens anthropologique, que l'art ne se voit surtout pas comme appartenant à des marges, à des anecdotes, ou à des espèces de jeux comme ça, sans conséquence, au contraire. Pour ma part, étant donné que je travaille beaucoup sur les concepts, je vais en parler rapidement, là, mais ma sortie de l'éco-angoisse s'est faite grâce à la notion de biorégion. J'ai trouvé un concept qui, enfin, me drainait, me tirait, me sortait de l'angoisse. Tout simplement, qu'est-ce que c'est encore une fois sortir de l'angoisse? C'est mobiliser l'énergie qui tourne à vide dans l'angoisse au profit d'un objet qui le mérite. Mettre au service d'un objet qui le mérite, cette énergie psychique qui est à l'air libre aussi, en situation d'entropie. Et ce qui était précisément intéressant dans la notion de biorégion, qui consiste à prendre la mesure de la contraction de la mondialisation, de la géopolitique de la mondialisation à l'échelle régionale, c'est de comprendre que nous allons nous découvrir comme des gens de Valence, comme des gens de Clouron, de plus en plus dépendants de l'espace que nous habitons. Et il n'est pas interdit de penser à l'échelle urbaine ce type de réalité-là, en pensant par exemple à l'agriculture urbaine, et en se disant aussi que dans des moments comme ça, il y a un exode urbain important qui fait que démographiquement, on est moins dans les villes. Bon, c'est peut-être que là, c'est pas tout à fait inouï, ce phénomène-là. Il y a lieu de s'accrocher à des chaînes antérieures. Et ce qui est intéressant dans le discours bio-régional, surtout, je n'aurai pas le temps de lui rendre justice aujourd'hui à cette notion-là, qui a quand même 50 ans, c'est une notion qui n'est pas improvisée, c'est qu'elle suppose un rapport interdisciplinaire, égalitaire entre les domaines. Aujourd'hui, ne nous cachons pas, encore une fois, le Bruno Latour tardif, celui qui en a mieux parlé, ne nous cachons pas du fait qu'une discipline préside à la pensée écologique, surtout sur le climat, ce sont les sciences exactes. Ce sont par elles. Il n'y a même pas aujourd'hui un artiste ou un sociologue qui ose parler tout ça sans commencer par citer le GIEC. C'est comme une sorte de caution mathématique modélisable dont on a absolument besoin parce que c'est par elle qu'on a appris à penser le grand récit de la nature, le grand récit de notre appartenance au vivant. Bon. Et ce qui est intéressant dans le domaine, dans l'approche biologique, c'est que bien évidemment la science continue d'exister. Il y a encore, heureusement, la biologie, il y a encore la géographie, il y a encore l'océanographie, la ontologie, d'autres disciplines, l'ornithologie, heureusement. Il y a aussi la sapience. C'est des savoirs qui ne bénéficient d'aucune reconnaissance diplômée, mais qui constituent des savoirs extrêmement précieux qu'on a perdu souvent et qu'il faudra recouvrer. Bon. Et donc ça, c'est un champ, mais ce champ-là n'est pas hégémonique. Ensuite, évidemment, celui de la politique. Comment l'organisation d'un ordre à l'échelle régionale, où tout d'un coup on comprend qu'il ne peut plus y avoir de politique contre le territoire, ou sur le territoire, mais seulement dans le territoire, avec les espèces, et que la politique intègre le vivant, et nous s'y fait reconnaître comme en faisant partie. Bon, et au fond, dans l'expression, dans la biorégion, l'expression géopolitique suppose que le préfixe géo est aussi important que la racine politique, et qu'en fait, nous faisons de la politique dans le territoire, en fonction d'un espace dont on dépend soudainement. Parce que du moment où on sera forcé, dans cette ère inouïe, de s'organiser par nous-mêmes à une échelle qui deviendra la nôtre, et par rapport à un territoire, une faune, une flore dont on dépendra, nous en prendrons soin. Ce ne seront plus des colons qui l'exploitent pour des marchés extérieurs en attendant des babioles qu'on va consommer grâce au petit pouvoir d'achat qu'on nous aura donné dans l'opération.
va s'agir de penser sur des circuits courts, peut-être pas dans une autarcie totale, mais dans une relative autonomie, très certainement, avec une ouverture aux autres régions et aux autres peuples, qui seront certainement des réfugiés climatiques, et qu'il faudra savoir aussi accueillir, et dont on sera bien content de profiter de leur savoir-faire, parce qu'eux auront su tenir en marge du capitalisme, parce que sans les marges du capitalisme, c'est 80% des gens sur la planète. Et il y a l'art, la culture, le théâtre, les formes, comment se raconter, comment se dire, il y a tellement de choses que je vais vous dire, c'est vraiment juste le début. Mais vraiment, comment. Et là, j'aime l'astuce que dans les premières pages de son travail, Sandra Lucbert dit d'en défaire voir. À savoir que l'art, c'est pas simplement une modalité publicitaire visant à favoriser des prises de conscience. Non, c'est un art de découpage. On redécoupe, on reconfigure, on raconte autrement, on reforme complètement, on rompt avec le cadrage idéologique du marketing, de la publicité et de la propagande, pour redonner au monde d'autres perspectives, d'autres agencements. C'est une nouvelle économie. L'esthétique est un moteur économique, dans le sens où on pense des agencements adéquats et nouveaux, parce que l'adéquation peut penser en adéquation. Le monde s'appelle l'émancipation, le monde s'émancipe d'ordre qui nous plonge dans la fausse conscience, qui nous enferme dans des opérations mentales de fou. Je sens la petite gestion élémentaire que quelqu'un vient me dire on va sabrer dans tel budget, mais rassurez-vous, on va faire plus avec moins. Et il y a toujours un journaliste pour dire bon. Il y a une autrice dont j'ai beaucoup apprécié le travail, et je vais finir avec deux exemples, tout simplement, en plus de ce à quoi on a droit ici, ces jours-ci encore. Antoinette Richner, qui écrit Après le monde, qui nous présente une sorte de perspective à la fois, surtout lucide, mais qui est quand même sur ce qui nous attend. Une incapacité qu'auront les États à faire face à tous ces prix, à toutes ces ruptures, à toutes ces synergies négatives, à toute cette déstabilisation. Et c'est pas vrai qu'on ressort des petits chèques par la poste éternellement. Là, on va s'accélérer. Bon. Et au fond, le moment, la prise de conscience bio-régionale se fait au moment de ce que j'appelle la déréliction politique. C'est quand tout d'un coup, c'est un terme qui appartient à la théologie. Donc je fais une analogie à mon tour. Quand on se sentait abandonné par les dieux. La déréliction politique, c'est quand tout d'un coup on se sent abandonné par les pouvoirs. À commencer par les pouvoirs privés. Parce que quand on n'a plus le pouvoir d'achat, là, je veux dire, c'est pas. Le Canadian Tire ne va pas nous donner les outils. Bon, donc on va se retrouver dans une situation de déréliction. Il va falloir comprendre que c'est contre nous que les choses vont se passer en grande partie. Et qu'on a intérêt, malgré les différends, malgré les désaccords, malgré les inimitiés, à s'entraider. Bon, et ce sera une période dure, mais formidable. Bon, et c'est ce que raconte Antoinette Richner dans son roman Après le monde. Sans que ce soit totalement accablant et apocalyptique. C'est comment on essaie d'organiser les solidarités dans un monde où le désarroi sera favorable au fascisme. Comment on essaie déjà de créer une avant-garde qui sera capable de penser un ordre qui n'est pas le nôtre, mais qu'il faudra anticiper si on veut agir au moment où il y aura de l'écoute chez une majorité de concitoyennes et concitoyens. J'aime enfin beaucoup pour penser la biorégion, parce que finalement c'est beaucoup plus grâce aux artistes qu'aux intellectuels que j'ai pu la voir, parce qu'elle n'est pas encore advenue, parce qu'elle reste conditionnée à une prise de conscience de l'enfermement régional dans lequel on est destiné à être dans ce siècle. C'est Andy Goldsworthy, un artiste de l'avant-garde, qui fait beaucoup de choses. D'abord dans une sorte de douceur, de calme, d'humilité,
On est quelqu'un qui arrive dans un territoire et prend le temps d'observer ce qui s'y trouve, les fleurs, les feuilles, les bouts de bois, les pierres, et qui fait une œuvre un peu comme on peut être admiratif de la ruche d'une abeille ou du barrage de castor. On sait quelle œuvre esthétique. Et il fait un peu comme ces espèces-là d'œuvres esthétiques, mais il n'y a même plus de comme. Il n'est qu'un animal à son tour, faisant une forme à son tour. Bon. Et donc, on est ramené à une intégration territoriale qui porte beaucoup sur les lignes, les axes, hein, les sinuosités d'un territoire. Et c'est là où on a une révolution géopolitique, parce que tout d'un coup, chez lui, le trait, ce n'est plus le trait paranoïaque et névrotique, la frontière, qui consiste à dire ici c'est chez moi, puis là c'est chez toi, puis là il y a une ligne, puis on va démarquer les territoires par ce découpage souvent absurde qui est à des milliers de kilomètres des espaces où on se trouve sur des cartes, qui ne signifient plus rien pour les gens qui vivent et qui occupent les territoires et qui sont intégrés à eux et qui en comprennent les forces. Qu'est-ce que fait Andy Goldsworthy? C'est qu'il rappelle que la ligne, c'est la colonne vertébrale d'un milieu. C'est le lieu de sa synergie, ce sont les bassins versants, ce sont les courants éoliens, ce sont les plaines, mais c'est l'énergie qui passe au centre, mais pas dans un centre majeur, mais dans un quadrillage. Ce qui l'intéresse, ce sont toutes ces lignes-là qui font le territoire, et surtout pas le pourtour, qui consiste à savoir ensuite comment on va se servir dans tout ce qui s'offre. Parce que dès qu'on trace une ligne, on se situe à l'extérieur, s'il s'agit de délimiter un territoire. Alors que lorsqu'on est à l'intérieur du territoire, on comprend que les lignes renvoient à ce qui constitue ses forces. Et je voudrais désormais que grâce à l'art, grâce à la pensée, nous suivions les forces territoriales et que nous apprenions à réhabiter de cette façon-là les territoires.